Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans tous ses états. Alors Flore et Nos, bonjour. Bonjour. On est dans le cadre d'une exposition dans l'alvéole 13 des Jardins Suspendus. C'est dans le cadre du festival Are You Graphing? Exactement. C'est la 2e édition. Et alors, je vois cette alvéole, alors qui est extrêmement joyeuse. Vous avez produit des œuvres cette année qui sont très gaies, très colorées. Alors, on est devant une en particulier qui me plaît beaucoup. Comment vous l'appelez, celle-ci? Alors, celle-ci s'appelle Nature Cosmique. Nature Cosmique, alors, pour nos auditeurs, mais peut-être pourrez-vous venir, chers auditeurs, au moins le dimanche après-midi, parce que l'exposition dure jusqu'à lundi soir. Donc, c'est de la peinture? Oui, c'est de la peinture. C'est de la peinture avec une gamme de verres, et elle représente des personnages, un personnage? C'est un couple de personnages, un dans le cosmos et l'autre dans la nature. Voilà. Alors, dans les autres œuvres aussi, vous vous inspirez, je crois, de la nature. Dans les autres œuvres. Dites-moi un peu, là, regardez l'étoile, là, je vois des animaux, un mélange animaux, fruits, humains. Qu'est-ce que vous dites? Des animaux totems aussi. On travaille sur les animaux, les chimères. Beaucoup sur les chimères, des mélanges d'animaux et d'êtres humains. C'est ça. En règle générale, on travaille sur des animaux fantastiques et à travers, dans cette exposition, on a été revisiter le rapport à la nature dans diverses civilisations du monde. Et donc, on a essayé d'aller voir quelques symboliques, peut-être des créatures qui avaient des plus fortes symboliques par rapport à la nature. Voilà. Il y a aussi une dimension peut-être géométrique dans certaines toiles. Complètement géométrique, ouais. On a essayé de s'inspirer à la fois des vitraux dans les espaces sacrés et aussi des kaléidoscopes. Entre le vitrail et le kaléidoscope, en fait, pour pousser à la contemplation. À la contemplation. On est entre l'abstrait et le figuratif parfois. On n'a pas envie de donner une image trop claire du tableau. On a envie que les gens se posent devant et méditent et cherchent et prennent le temps de chercher. Par rapport à des légendes en fait qui sont mises dans l'exposition, qui sont souvent des légendes liées à la création du monde dans diverses civilisations. Et on les a illustrées, mais de manière un peu abstraite. Et voilà, la clé, elle vient. Il y a plusieurs lectures au tableau auxquelles on peut accéder plus facilement en venant nous parler, peut-être, mais aussi on aime qu'il y ait une lecture ouverte et que les gens y voient plusieurs choses. Et il faut aussi noter qu'on est... La 2e phase de résidence porte à créer des totems végétaux dans les jardins qui vont rester jusqu'au printemps prochain. Donc ça c'est quelque chose d'important. Oui. Notamment dans le jardin Amérique du Nord, il y aura la légende de la création du monde chez les Amérindiens. Donc c'est une de nos peintures imprimées sur bois et donc posée sur un totem. Gabion. Oui. Posé sur un totem de fer rempli de terre avec un géotextile recyclé qui permet de pouvoir planter le totem. En fait, on va planter le totem dans les plantes. Jardins et on va mettre des plantes grimpantes ou des plantes vivaces qui demandent peu d'entretien et qui vont peu à peu qui vont dialoguer avec l'œuvre et peu à peu prendre le dessus sur l'œuvre. Eh ben merci beaucoup. On viendra voir. Merci bien. La rubrique des spectateurs.
On est le 30 septembre et l'automne nous incite à nous tourner vers des lieux confortables. Si notre dernier apéro des spectateurs a réuni les adhérents fidèles à une terrasse ombragée, il faudra désormais l'abandonner pour se retrouver chaque mois, à l'intérieur cette fois, et regarder tomber les feuilles mortes. Les spectacles reprennent petit à petit, les agendas se remplissent, on retourne au cinéma, on assiste à des conférences ou à des rencontres. Demain soir, c'est la présentation du programme de l'Université populaire au Volcan à 18h30. Vendredi, c'était le Théâtre des Bains-Douches qui dévoilait les pépites de sa saison. Aujourd'hui, c'est journée portes ouvertes des ateliers au Satellite Brindeau. Et la presse multiplie les tentations en annonçant les spectacles d'octobre, des spectacles nouveaux, mais pas toujours de nouveaux sujets. Quelle surprise de voir en effet qu'au Théâtre national de Bretagne, Arthur Nosiciel présente jusqu'au 5 octobre sa dernière mise en scène d'un texte 1000 fois repris sous toutes les formes, au point d'en être devenu une caricature. Je veux parler de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Le fils, pas le père. C'est inouï de voir revenir sur le devant de la scène ces auteurs un peu oubliés alors que je sortais du château de Monte Cristo, la demeure du père, à Port-Marly. Moi qui pensais que plus personne ne les lisait ou ne s'intéressait encore à eux, quelle erreur! Parce que cette Dame aux camélias, c'est d'abord un roman qui n'a cessé d'être adapté et réécrit depuis 1848. D'abord par Alexandre Dumas fils lui-même, puisqu'il a très vite transformé son roman en pièce de théâtre 1 an après sa parution. Une pièce qui aura du mal à trouver le succès avant que Sarah Bernard ne s'en empare et immortalise la belle Marguerite Gautier au destin fatal. L'affiche du spectacle a contribué à son succès en 1896. Et c'est amusant de constater que l'actualité culturelle sert une fois encore la mémoire de Dumas, puisque l'auteur de cette affiche, Alphonse Muchat, est à l'honneur à Paris. Le musée du Luxembourg vient d'ouvrir l'exposition de ses affiches célèbres à voir jusqu'au 27 janvier 2019. Il faudra aller vérifier si celle de Sarah Bernard y a une petite place. Donc un roman, une pièce, une affiche, mais aussi un opéra. Et quel opéra! Le plus joué au monde, et connu de tous, même si on oublie parfois son père spirituel, Dumas fils. C'est bien sûr la Traviata de Verdi, dont l'héroïne a oublié les camélias pour les violettes. Violetta mourra donc sur scène à la place de Marguerite. Après l'arbre généalogique complexe de la famille Dumas, le fils a longtemps souffert d'être une branche rapportée, un des enfants illégitimes d'un père qui se vantait d'avoir eu 500 enfants. Voilà donc un bouquet de fleurs qui embaume et qui essaime, car des dizaines de films et d'adaptations pour la télévision ont suivi, et des ballets. Un roman donc qui ne cesse d'inspirer les artistes. Mais qu'il y a encore ce roman habilement construit autour du Manon Lescaut de l'abbé Prévost, et plus généralement autour de la circulation de l'écrit. Un récit enchâssé à la construction originale, un roman peu conventionnel qui a choqué à sa parution. On peut donc être vertueuse en vivant de ses charmes et digne dans la douleur. Rien à voir donc avec la mièvrerie larmoyante qu'on associe souvent à ce roman sans l'avoir lu le plus souvent. Et on ne peut être indifférent au XXIe siècle au sujet douloureux d'une jeunesse fauchée par une maladie incurable. Si on ne meurt plus de phtisie, si la tuberculose est soignée aujourd'hui, d'autres maladies menacent toujours, et Hervé Guibert dans ses textes ou Jean-Luc Lagarce dans son théâtre ont mis leur talent au service de leur mort annoncée. Alors, en ce début d'automne, on est très curieux de découvrir ce qu'Arthur Nosiciel, qui aime tant secouer les textes du répertoire, on se souvient de sa mouette de Tchekhov engluée dans le goudron au Palais des Papes en 2012, mettra en avant dans sa relecture de la pièce d'Alexandre Dumas fils. Patience. En attendant, on peut retrouver l'univers de la famille Dumas et ses extravagances au château néo-renaissance de Monte Cristo, près de Paris, et constater que les réécritures, en littérature ou en art, ont toujours été à la mode. On ira revoir l'arbre généalogique compliqué du père,
avant de se promener sous les grands arbres du parc qui va bientôt être recouvert de feuilles mortes. Alors, relisez Dumas, écoutez Verdi, allez voir l'expo Mucha ou la pièce de Noisy-Ciel et quittons-nous sur une chanson d'automne, une chanson qui évoque une autre chanson, comme La Dame aux camélias évoque Manon Lescaut. C'est Serge Gainsbourg qui chante Les feuilles mortes de Prévert. C'est la chanson de Prévert. Au revoir et rendez-vous le dimanche 11 octobre. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'une association multicréatrice. Je vais demander à la présidente de se présenter ainsi que présenter son association. Alors moi je m'appelle Clotilde, je suis présidente de Oscar et Auguste depuis 1 an. Donc Oscar et Auguste, c'est avant tout une association de copines créatives à la base, puisqu'elles ont chacun un talent. Donc moi j'ai pas de talent particulier, mais juste je suis leur première cliente et elles m'ont choisie parce que je les suis depuis tellement toujours. Et voilà, donc moi j'ai la charge administrative de recevoir les courriers à la maison, donc c'est tout ce que je fais au sein de cet asso à part promouvoir mes copines. Sinon, Oscar et Auguste, c'est avant tout une association qui permet de promouvoir les artistes, d'organiser des événements, donc des artistes créateurs, et puis à travers les événements de favoriser la rencontre d'artistes entre eux, et puis de favoriser la nouveauté. Et pourquoi Oscar et Auguste? C'est un peu curieux. Alors en fait, on cherchait un nom qui puisse être un petit clin d'œil à la ville du Havre, parce qu'on est un collectif de créatrices havraises, et on a brainstormé un soir, on a mis plein de choses sur la table, et on revenait un peu sur toujours les mêmes choses, qui n'étaient pas forcément très originales et qui nous ressemblaient pas.
Et donc on a décidé de faire un clin d'œil à 2 architectes qui ont œuvré au sein du Havre, donc Oscar pour Oscar Niemeyer et Auguste pour Auguste Perret. Et puis je pense que c'est assez réussi. Oscar Auguste, c'est rigolo, ça questionne les gens et ça fait sourire. Donc je pense que le pari est gagné. Pouvez-vous me faire part de vos activités au sein de l'association? Et puis si vous avez un autre métier, vous le donnez aussi. Alors moi je suis Karine, la créatrice de LMK, et je crée des bijoux essentiellement. Et c'est ma principale activité. Ça ne l'a pas toujours été, mais grâce aux super personnes qui nous suivent, je peux en vivre maintenant. Et donc voilà. Alors moi je suis Nolwenn et je suis atelier Nomi. Je fais de la céramique, de la poterie, et je fais ça à temps plein depuis maintenant un peu plus d'1 an. Moi c'est Marianne de Minuscule Majuscule et je fais des articles au crochet. C'est pas mon activité principale, je suis comptable par ailleurs et je me suis professionnalisée et voilà. J'espère faire de plus en plus ma passion d'articles au crochet, d'accessoires de déco. Et Madame la Présidente? Alors moi je suis conseillère à Pôle emploi. Au sein de l'association aussi, on n'a pas parlé, mais on a aussi Leslie qui a notamment la Belle Colline. On a Émilie qui fait des lampes, et puis il y a Marie Gribouille et puis Flo Basso et qui sont illustratrices. Voilà. En fait, à la base on est copines depuis très longtemps. Du coup, Oscar et Auguste est un peu né par hasard. On avait envie de s'inspirer d'un autre collectif, notamment qui est sur Dieppe, qui s'appelle Encre Noire, qui promeut aussi la création, les autres créateurs de la région, et auprès desquels on a pu déjà faire quelques événements. Et du coup, on a voulu créer le collectif comme ça, et on se voit, on va dire, 1 fois par trimestre, nos vies personnelles étant bien remplies avec les enfants et le travail par ailleurs. On essaie de se voir dès qu'on peut, et puis d'organiser des événements qui peuvent être un petit peu parfois différents de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc vous ne créez pas que vos événements, vous allez aussi sur des événements extérieurs? Oui, bien sûr. En fait, on essaye de créer des événements ponctuellement, mais ça prendrait trop de temps, c'est une charge trop importante, on a déjà beaucoup à faire chacune. Donc en effet, on participe à des événements d'autres collectifs ou d'autres associations, des événements privés. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont ce dynamisme pour créer des événements, parce que c'est un peu grâce à toutes ces personnes-là qu'on peut aussi vivre de nos créations, et donc il y a un joli engouement en plus, il faut le dire aussi, il faut le souligner. Les gens sont de plus en plus demandeurs de marché de créateurs, un terme un peu générique, hein. Je pense qu'à l'avenir, ça va vraiment beaucoup plus se développer, tant on voit plus de créateurs aussi s'installer, beaucoup plus d'événements. Donc je pense que les habitudes de consommation changent et on en est ravis. Des projets. Donc les prochaines dates, le prochain marché Oscar et Auguste, c'est on croise les doigts, a priori c'est bon, le 11 novembre, donc ça se passera dans la halle au Fort de Tourneville. Et on participe également à un super salon qui s'appelle le Salon du Réinventif. Et donc ça c'est du 22 au 25 novembre. Et donc nous on va avoir un stand Oscar et Auguste avec des activités. En fait on va proposer des ateliers avec Flo Basso, et puis on va aussi proposer des articles qu'on va vendre, qui font partie du recyclage, du réemploi. C'est quelque chose qui nous importe aussi beaucoup à toutes, donc voilà. Avez-vous un projet plus lointain, mais qui vous tient à cœur? Alors notre rêve, c'est d'avoir un camion et de prendre la route tout ensemble, et d'aller s'installer dans des villes et dire « Ouh, regardez, on fait des trucs trop bien, venez les gens » et rencontrer d'autres créateurs, d'autres personnes, élargir le réseau, parce qu'il y a des gens qui font des choses géniales un peu partout, donc on aimerait bien aller les voir. Donc si quelqu'un a un camion, on accepte le mécénat, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on est 8 je crois. Voilà. Comment peut-on vous trouver? Donc on peut nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, donc Oscar et Auguste.
Et on peut nous trouver aussi à titre individuel sur Instagram et sur Facebook, mais la page du collectif en fait regroupe toutes les participantes et renvoie vers les liens pour retrouver toutes les créatrices. Eh bien, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. 10 minutes chronique. Il y a 2 semaines, j'ai évoqué Martha Gellhorn, américaine, née en 1908, correspondante de guerre durant toute sa vie et auteure de plusieurs romans et nouvelles. Je l'avoue, j'ai été séduite par cette femme, par sa fermeté, sa façon d'être fidèle à elle-même dès sa jeunesse, et je voulais la connaître mieux. J'ai compris que contrairement à ce que je pensais, Martha Gellhorn n'est pas vraiment une inconnue en France. Sans doute depuis que son recueil de nouvelles Détresse américaine a été réédité en 2010 dans une traduction revisitée sous un nouveau titre « J'ai vu la misère, récit d'une Amérique en crise », plus proche de l'original en anglais « The Trouble I've Seen ». Martha Gellhorn a été inspirée par ce qu'elle avait constaté pendant sa mission de plusieurs mois dans les régions dévastées par la misère pendant la Grande Dépression américaine. Elle a estimé que ces reportages ne pouvaient que survoler la réalité quotidienne et humaine d'une population. La fiction, disait-elle, lui permettait de mieux atteindre la sensibilité d'un lecteur, tout en témoignant de la véritable détresse physique et morale des individus et des ravages que font le manque de travail, la faim, la maladie, aboutissant souvent à la violence et à la lente dégradation de la dignité des plus faibles. Vous avez entendu la dernière fois un extrait de la première nouvelle où Mrs. Madison réussissait à faire attribuer une aide à sa fille. Dans le chapitre suivant, une possibilité de manger à leur faim s'offre à sa famille. Écoutons un extrait. Au bureau des secours, on avait lu les circulaires envoyées par Washington. Un bon nombre de visiteurs étaient venus aussi, inspecteurs et représentants délégués par le gouvernement, pour organiser le nouveau plan de retour à la terre ou, plus administrativement, de réhabilitation rurale. Conformément aux ordres reçus, un certain nombre de familles de chômeurs avaient déjà été expédiées vers leur nouvelle destination. Le programme, vaste sujet aux interprétations les plus diverses et les plus contradictoires, devait être exécuté immédiatement. Cependant, certains employés, qui, vivant là depuis longtemps, connaissaient la nature du sol, les fermes insalubres et savaient ce qu'il faut d'outillage et de bétail pour gérer une exploitation agricole, hochaient la tête d'un air sombre et gardaient le silence. Le retour à la terre, conception grandiose qui permettrait aux hommes de gagner à nouveau leur vie, d'entretenir leur famille, d'être leurs propres maîtres, de se faire respecter et de retrouver leur propre estime. « C'est une idée magnifique, disait Mrs. Cahill. Mrs. Madison est séduite, et son fils Alec finit par être convaincu que la vie d'agriculteur pourrait leur apporter un peu d'aisance. Ils entament les démarches. Enfin, après un mois de négociations, un camion Ford vint les chercher avec leurs bagages et les emmena vers leur nouvelle vie. Mais rien ne se passe comme prévu. La maison qu'on leur a promise est une masure, pire que celle qu'ils viennent de quitter. Alec est inexpérimenté et il ne réussit pas à faire fructifier les terres arides qu'on leur a allouées pour faire pousser du coton. Sabine, sa femme, se languit de la ville, même si ce n'est qu'une ville de misère. Tous deux finissent par décider d'abandonner. Cependant, la vie de Mrs. Madison va connaître d'autres rebondissements. La nouvelle suivante raconte comment la grève dans une fabrique de conserves se retourne contre ceux qui l'ont organisée. Puis c'est l'histoire d'un couple amoureux qui imagine une vie future. Puis celle d'un garçon qui voudrait être médecin. Et enfin, la plus terrible, l'histoire de Ruby, une fillette de 11 ans qui rêve d'avoir une trottinette
et bien d'autres choses délicieuses. Écoutons un extrait. Près de la fontaine, Ruby vit Minnie-May et 2 autres jeunes filles. Minnie-May avait les cheveux ondulés. Elle portait une fraîche robe de cretonne et tenait dans sa main une énorme ice cream en forme de cône qu'elle amenuisait peu à peu de sa langue, mais en lui gardant une belle forme régulière. Ruby continua son chemin. Elle rumina. Comment cette fille-là s'y prenait-elle? D'où venait tout cet argent? Minnie-May avait tout ce qu'elle voulait. Peut-être Mr. Baker travaillait-il de temps en temps, sans le dire à la dame du secours, et donnait-il quelques pièces à Minnie-May. Ruby n'avait pas de papa, elle, pour duper la dame visiteuse. C'était comme pour le reste. « Ruby !»« Quoi ? Viens ici !» Elle marcha vers le groupe. Les jeunes filles l'inspectèrent. Minnie-May avec sa tête légèrement inclinée. « Viens ici !»« Elle est très très pauvre, dit-elle aux autres. Laissons-la venir. »« Mais elle est trop petite. Elle n'a pas plus de 9 ans. » « Non, elle a 11 ans. Et puis ça n'a pas d'importance. Ça leur est égal, je crois. » Martha Gellhorn, alors que ses activités l'ont emmenée bien loin de ce livre, a montré combien elle était scrupuleuse et ne laissait rien derrière elle. En 1943, 7 ans après la parution de The Trouble I've Seen et son succès immédiat, elle écrit pourtant ceci à un ami. « J'aimerais que tu lises ce livre. Il est peut-être très mauvais. À l'époque, on a dit qu'il était bon, mais les critiques sont des types en lesquels je n'ai pas confiance. J'aimerais que tu le lises, parce que c'est le seul que j'ai jamais écrit sur l'Amérique, et j'aimerais savoir s'il peut continuer à résonner durablement. » À propos de Martha Gellhorn qui toute sa vie a sillonné le monde, couvrant les conflits les plus meurtriers, la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, la guerre des 6 jours, les conflits au Salvador, au Nicaragua. Oui, à propos de cette femme remarquable, j'ai quelque chose à ajouter. En 1936, elle rencontre Ernest Hemingway. Ils deviennent ce que l'on peut appeler un couple de légende. Ils se marient fin 1940. Très vite, Hemingway se lasse d'avoir une épouse sur tous les fronts. Ultimatum. Es-tu une correspondante de guerre ou une femme dans mon lit? Devinez. Elle le quitte. Ils divorcent en 1945. En 2012, un téléfilm relatant un épisode de la vie de Martha, intitulé Hemingway et Gellhorn, distille les clichés centrés sur les relations amoureuses des 2 personnages. Fresque romanesque au possible. Parce qu'elle a vécu auprès d'un géant de la littérature américaine, Martha Gellhorn n'est connue essentiellement dans son pays, comme ailleurs, que pour les 4 années de son mariage. Il faut croire que la renommée d'une femme ne tient pas qu'à ses propres exploits. Une dernière chose. Voici ce qu'elle écrivait alors qu'elle avait 23 ans. « J'aime travailler. À la fin, c'est la seule chose qui ne m'ennuie pas, qui me comble et chasse mes doutes. C'est la seule chose que je sais absolument et irrévocablement être bonne en soi, quel que soit le résultat. »
retrouverez cette chronique, ainsi que des liens et des photos, sur le site MCH, à la rubrique des spectateurs, en cherchant Martha Gellhorn, femme entière. À bientôt. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.